bienvenue dans Infosoir au week-end, bonne et heureuse année, voici les titres de votre édition. Le rapport du médiateur du Royaume pour 2020, Mohamed Ben Alilou, a relevé un net progrès dans la relation entre les citoyens et les administrations publiques. Les développements dans un instant. Les cas de contamination au variant Omicron en forte progression et une campagne de vaccination qui doit s'étendre au plus grand nombre, c'est ce que nous dira le docteur Azdin Ibrahimi. Ambiance à J-2 du coup d'envoi de la CAN au Cameroun en compagnie de Mamoudou Sadou. Il sera en direct de Yaoundé, là même où sont établis les Lions de l'Atlas. Et dans notre rubrique Esprit d'entreprise, l'engagement de Ouda Gessous en faveur des opérateurs de l'agroalimentaire, elle nous parlera des ambitions de sa plateforme digitale Food Show. Pour Mohamed Ben Alilou, la relation de l'usager avec l'administration manque de fluidité. C'est en partie ce qui ressort du rapport présenté aujourd'hui par le médiateur du Royaume pour le compte de l'année 2020, une période dominée par la crise sanitaire et les restrictions qui en ont découlé. Reportage à Rabat, Hicham Souni, Mouchara Raif et Amina Ben Khalak. De nouvelles revendications sociales sont apparues avec la pandémie. C'est l'une des conclusions du rapport annuel présenté par le médiateur du Royaume au cours de cette conférence de presse. Mohamed Ben Alilou révèle également que cette crise a permis de mettre le doigt sur les dysfonctionnements dans le domaine de la santé. Malgré ce contexte, des points positifs se dégagent du rapport. Ce rapport revêt une importance particulière car il intervient dans une conjoncture marquée par la crise sanitaire. Parmi les conclusions de ce rapport, une amélioration de la relation entre le citoyen et l'administration publique. En témoigne le nombre de plaintes envoyées. Nous notons également qu'une partie des recommandations des années précédentes ont été appliquées. Sur les 3200 correspondances adressées aux administrations publiques, 650 étaient sans réponse, un chiffre revu à la baisse, mais des efforts restent à faire. Les plaintes sont certes enregistrées, mais aucune réponse pragmatique n'est apportée. Je fais notamment référence aux revendications exprimées dans ce contexte de crise sanitaire. Il faut rétablir la confiance entre les citoyens et l'administration publique. Il faut agir dans ce sens. La question de la digitalisation est également un enjeu important en cette période de pandémie. La pandémie, c'est le mot qui revient le plus souvent. 17% des plaintes reçues par le médiateur du Royaume se rapportent à des revendications sociales liées à l'impact de la crise sanitaire. Et justement, 2 ans après l'apparition de la pandémie, le Maroc est donc confronté à une nouvelle vague de contamination. Les chiffres ne trompent pas. En 24 heures, 6428 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été recensés. Dans le même temps, 2476 personnes se sont débarrassées de la maladie. Et malheureusement, 13 décès sont à déplorer. Conséquence de la situation épidémiologique dans le Royaume, les visites familiales au profit des personnes en détention seront suspendues dès lundi et jusqu'à nouvel ordre. Annonce faite aujourd'hui par la délégation générale de l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. Et pendant ce temps, la campagne nationale de vaccination se poursuit à un rythme modéré dans les centres de santé. On est loin des jours de grande affluence, mais qu'à cela ne tienne, les personnels de santé restent eux mobilisés pour traiter et sensibiliser le plus grand nombre. Reportage à Gassif, Oussama Ofrel, Amtali Amirash et Salima Benal. La 3e dose, c'est fait pour cette jeune habitante de Gersif. La province compte environ 60 000 habitants. Le tiers est complètement vacciné. Pour beaucoup, il s'agit d'un acte citoyen. J'ai décidé de recevoir cette 3e dose pour pouvoir me protéger et dans le même temps protéger mes parents vulnérables. Tout s'est bien passé, j'encourage tous les citoyens à venir se faire vacciner. Certains ont fait le déplacement 4 mois, jour pour jour, après leur 2e injection. Un délai maximum à l'issue duquel l'immunité doit être reboostée. Parmi les autres patients, des primo-vaccinés Johnson venus recevoir leur second rappel. Je demande aux citoyens d'adhérer à cette campagne de rappel. Le vaccin est nécessaire, essentiel pour rebooster son système immunitaire, de surcroît avec l'apparition de nouveaux variants tels que Omicron. D'autres patients ne sont pas immunisés et ont décidé de franchir le pas de la vaccination très récemment. À l'échelle du Royaume, environ 5000 Marocains font le déplacement chaque jour dans un centre pour recevoir leur toute première injection. Et à ce sujet, nous retrouvons en direct et en duplex le docteur Azdin Ibrahimi. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.
Un mot pour commencer sur la situation épidémiologique dans le Royaume. On parle de près de 6500 contaminations aujourd'hui. Est-ce que cela reflète vraiment la réalité? C'est une excellente question, si on veut dire, pour dire en fin de compte, parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait à peu près 29 000 tests, et tout le monde comprendra en fin de compte, si on élargit un petit peu le nombre de tests administrés, certainement il y aurait plus de personnes. Le chiffre ou le pourcentage qui est intéressant dans cette histoire, c'est en fin de compte le pourcentage de positivité, et là, quand on regarde sur 100 tests administrés aujourd'hui, il y avait à peu près 22 tests qui étaient positifs. Et donc là, les chiffres qu'on est en train de donner, c'est tout simplement des chiffres indicatifs, mais c'était très prévisible qu'il y aura une montée exponentielle et le taux de positivité en témoigne de ça. Un test sur 5, plus d'un test sur 5 positif. À l'heure actuelle, docteur, quelle est la part du variant Omicron sur l'ensemble des infections? Voilà, donc là, mais de plus en plus, on a des résultats du point de vue de veille génomique, et on peut dire aujourd'hui, avec une certitude en fin de compte, que ça a dépassé les 90%. Je pense qu'Omicron, aujourd'hui, on est en face d'une vague qu'on peut appeler une vague Omicron. Et où est-ce qu'on en est au niveau de cette vague? Est-ce qu'on a atteint le pic des contaminations? Non, je ne pense pas qu'on y est, malheureusement. Je pense qu'il devra attendre entre le 15 et le 20. Je pense que c'est les prévisions et la de modélisation, c'est un petit peu se retrouver vers les chiffres, vers le 15 et le 20. Mais d'ici là, il y aura des montées exceptionnelles et des montées exponentielles. C'est pour cela qu'il faudra tous qu'on se mette vraiment la main dans la main pour s'en sortir le plus rapidement possible. Et même si on le dit souvent, peut-être trop souvent, le variant Omicron s'avère moins dangereux, est-ce que le vaccin demeure et reste une nécessité? C'est deux choses à la fois, donc je confirme qu'en fin de compte, Omicron, il est de 30 à 40% plus ou moins dangereux, c'est-à-dire moins d'hospitalisation avec l'Omicron, mais en valeur absolue, il y aura un nombre plus important de personnes avec des cas graves, tout simplement parce qu'il va très rapidement. Ce que vous avez très très bien dit, si vous voulez dire, on a des armes dans nos mains qu'il faudra utiliser. La première chose, c'est en fin de compte ce booster, c'est-à-dire cette dose de rappel qui permet d'augmenter et de multiplier l'immunité par plusieurs fois, et ça c'est essentiel d'y aller et de le faire. Et aussi les gestes barrières sont vraiment très très efficaces, malgré qu'on ait des lignes très efficaces, que ce soit vers Omicron, que ce soit aussi envers les autres variants. Distanciation physique, port du masque et lavage des mains. Merci beaucoup, docteur Azdine Ibrahimi, pour toutes ces précisions. Et face au variant Omicron, la planète tout entière s'organise. Aux États-Unis, le président Biden prône la vaccination obligatoire dans la fonction publique, une mesure sur laquelle doit encore se prononcer la Cour suprême. C'est la première info de ce tour du monde en 80 secondes, piloté par Mamadou Diaye. La Cour suprême des États-Unis, en audience exceptionnelle, s'est penchée ce vendredi sur la question de l'obligation vaccinale dans les établissements de santé américains et dans les entreprises de plus de 100 salariés. Porté par l'administration Biden, le projet argumenté devant la Cour suprême vise à sauver 6500 vies au cours des 6 prochains mois. Pour encourager la campagne de rappel vaccinal, les autorités allemandes veulent s'appuyer sur de nouvelles mesures. Il y a notamment un test de dépistage négatif pour accéder au restaurant exigé aux personnes qui n'ont reçu que 2 doses de vaccin. Les personnes ayant reçu la dose de rappel peuvent se voir exempter l'auto-isolement de 14 jours après un contact avec une personne testée positive à Omicron. Le nombre de cas quotidiens en Inde est en passe de battre les records du précédent pic. Le variant Omicron se propage à vitesse grand V dans le pays avec près de 120 000 Indiens qui ont été testés positifs ce vendredi. Delhi reste fermé pour 55 heures. Un couvre-feu a également été instauré en semaine. Écoles et certains commerces restent aussi fermés. Pour 2 semaines, Hong Kong interdit l'accès aux vols en provenance du pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne. D'autres vols en provenance de la France, de l'Inde ou encore du Pakistan, y compris les correspondances, seront interdits du 8 au 21 janvier. En pleine pandémie, dans l'actualité de ce vendredi également, les derniers préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre dimanche au Cameroun, le pays hôte. Les mesures de sécurité ont été renforcées. C'est le cas notamment dans la cité balnéaire de Limbe, dans l'ouest du pays, exposé aux tensions intercommunautaires. Adil UTT. Mola, la mascotte de la CAN 2022, fait une entrée remarquable à Limbe, l'une des 5 villes hôtes de la compétition. À l'image des autres sites, cette ville anglophone du sud-ouest doit composer avec la propagation du Covid, mais pas que. Un important dispositif sécuritaire est mis en place pour parer à toute éventualité. The fear of many Limbe denizens
is that Notre plus grande peur, nous les habitants de Limbé, c'est de voir des attentats à la bombe se produire chez nous en pleine Coupe d'Afrique des Nations, comme ce fut d'ailleurs le cas dans d'autres endroits, dans le département de Fakou. AFCON period. À l'instar du Nord-Ouest, la région du Sud-Ouest est sujette à des troubles. Ils ont éclaté en 2016 sur fond de marginalisation des anglophones du Cameroun au profit des francophones. Je ne saurais dévoiler ici les mesures qui sont en train d'être mises en place, mais sachez que comme le Chan s'est passé dans de très bonnes conditions, le Cannes se passera également dans de très bonnes conditions. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune crainte à se faire. Avec une capacité de 20 000 places, le stade de Limbé sera le principal hôte des équipes du groupe F, à savoir la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. L'an dernier, l'équipe nationale A' du Maroc y avait disputé sa demi-finale du championnat d'Afrique des Nations contre le Cameroun avant de conquérir le titre. Et direction la capitale camerounaise, nous attend le journaliste Mamoudou Sadou. Bonsoir et bienvenue. Mamoudou, à moins de 48 heures du coup d'envoi de la CAN, quelle est l'ambiance dans votre pays, le Cameroun? Bonsoir et bienvenue à Yaoundé, la capitale politique camerounaise. L'ambiance est plutôt à la fête, en dépit de ce qui s'est raconté sur la toile. Le Cameroun est bien debout. Le Cameroun, l'Afrique en miniature, accueille donc justement le continent. Et à 48 heures, comme je le disais plus haut, c'est la fête qui prévaut, ça et là. Les images l'illustrent à suffire. Tous les Camerounais sont donc désormais font chorus derrière le COCAN, la commission d'organisation et de coordination de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Tenez-vous tranquille, c'est un peu plus d'un demi-siècle quand même, après 1972, que l'État du Cameroun accueille à nouveau une compétition de revol. Il y a eu certes le Chan, il y a eu la Coupe d'Afrique féminine avec des exploits, et c'est également la toute première fois, il faut se le dire, Wadi, comme pays hôte, produit également le signal international qui sera donc diffusé sur l'ensemble de la planète par les différentes chaînes mondiales qui vont bien reprendre le signal. Mamoudou, est-ce que la crise sanitaire du Covid-19 ne risque pas de gâcher un petit peu la fête? Alors, tenez-vous tranquille, cela passera comme si c'était une lettre à la poste. Le Covid-19 est venu trouver un État du Cameroun suffisamment fort, debout, droit dans ses bottes, avec un président qui a pris les taureaux par les cornes, donc avec une riposte gouvernementale citée en exemple et en modèle par l'Organisation mondiale de la santé, d'ailleurs, qui n'a pas hésité à décerner une distinction honorifique à l'État du Cameroun, ou du moins à son président de la République, le président Paul Biya. Et donc, on a dit, les chiffres sont clairs. Au Cameroun, avec un peu plus de 27 millions d'habitants, on est à 97% de guérison. Actuellement, suivant les informations du ministère de la Santé publique, seules 1000 personnes sur les 27 millions de Camerounais sont actifs. Les contacts actifs, c'est 1000 sur 27 millions. Eh bien, on aura sensiblement 20 personnes hospitalisées. Aucun cas sévère. La campagne vaccinale, elle, aujourd'hui, c'est la course à la vaccination avec justement le pass sanitaire qui est obligé pour accéder à un stade, que ce soit à Limbé, Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam. Il faudra d'abord se faire vacciner, ensuite présenter un test PCR datant de moins de 48 heures et un test TDR datant de moins de 24 heures. Et donc, le Covid-19 ne viendra point gâcher la belle fête qui désormais est sur toutes les lèvres ici, en dépit également de quelques caprices que l'on aura observés ça et là, que ce soit les panthères du Gabon ou alors les lions de l'Atlas. Heureusement, le Cameroun, pays hospitalier, terre de paix et de quiétude, a su gérer tout cela. Les footballeurs, il faut se le dire, ils sont un soit peu capricieux. Dieu merci, Dieu grand, l'État du Cameroun, mais également la nouvelle fédération camerounaise de football avec le Mamoudou, on ne vous arrête plus et on comprend toute la ferveur qu'il y a à accueillir la CAN. En quelques mots, vraiment, Mamoudou Sadou, l'équipe nationale des Lions indomptables ouvrira le bal dimanche sur ces terres, mais d'autres Lions de l'Atlas ou de la Teranga ne comptent pas se laisser impressionner pour autant. Qui sont les favoris vus de Yaoundé? En quelques mots.
Alors, Wadi, gagner la CAN, c'est pas facile. Jouer à cette compétition, il faut déjà être meilleur pour pouvoir se débarquer durant les barrages. Eh bien, il n'y aura pas de favoris, il faut se le dire. C'est une compétition très ouverte avec des très bonnes équipes. Vous avez le Cameroun, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Nigeria. Eh bien, toutes ces équipes-là ne sont pas venues faire acte de figuration. Ces équipes sont également venues aujourd'hui ramener probablement chacune, en ce qui la concerne, le trophée chez elle. Le Cameroun ne compte pas se laisser faire par les étalons en ouverture déjà avec le match très attendu au stade mythique de l'MP ici même à Yaoundé le dimanche 9 à 17h. Eh bien, ce sera une très belle fête. Eh bien, on la suivra avec beaucoup d'attention. Merci infiniment, Mamoudou Sadou, d'avoir été avec nous ce soir en direct et en duplex de Yaoundé. Et si le Maroc n'est pas encore champion d'Afrique, on l'espère en tout cas, il est d'ores et déjà champion du monde du nombre de jongles sur le tibia avec un ballon de football. La prouesse est à mettre à l'actif de la jeune Mariam Alabi, 16 ans. Le record vient d'être homologué. Le 18 décembre dernier, la jeune Casamancaise est ainsi parvenue à faire rebondir 151 fois la balle sur sa jambe en 1 minute sans jamais la laisser tomber au sol. Et la record woman du monde est avec nous sur le plateau d'Infosoir Week-end. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Ali, bienvenue. Alors comment ça s'est déroulé ce record du monde? Racontez-nous, on vous a vu hyper concentré pendant l'épreuve. Ah oui, ça demande de la concentration. Dès qu'on est arrivé, il y avait déjà les juges, les chronométreurs et plein de membres de ma famille. Vous pratiquez le foot freestyle avec votre sœur jumelle. On vous avait d'ailleurs reçu sur ce plateau, c'était en mars dernier. Quel rôle a joué votre sœur Nour dans cette épreuve et dans ce challenge? Alors avec ma sœur, on s'entraîne tout le temps ensemble au freestyle et on s'entraide. Et même si ce record a été une épreuve personnelle pour moi, elle a toujours été là pour m'encourager et pour me soutenir. Donc je la remercie. Merci Nour. Et je tenais aussi à remercier toute ma famille et le comité d'organisation. Et Nour qui, j'imagine, ça lui a donné envie, elle aussi, d'inscrire son nom sur un record. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu d'ores et déjà? Alors oui, on y réfléchit. Elle s'entraîne déjà et on espère qu'elle aussi elle réussira. Eh ben, elle viendra nous en parler. Ça sera pour quelle épreuve? Il y a déjà quelque chose de défini? Alors on n'est pas encore sûr, mais on a déjà une idée. On préfère pas encore la divulguer. Voilà, le suspense. On parlait à l'instant de la CAN. J'imagine que vous allez suivre la compétition. Vous attendez avec impatience dimanche le début des matchs. J'imagine également que vous supportez le Maroc. Quel est votre pronostic? On encourage le Maroc et on espère qu'il gagne. On espère qu'il gagne. En tout cas, bravo pour cette belle réussite et ce record du monde, 151 jongles en 1 minute sur le tibia. Il fallait le faire. Merci beaucoup, Myriam Alami, d'avoir été avec nous. Vous êtes bien dans Infosoir Week-end et surtout ne zappez pas. Dans un instant, nous nous rendrons à Las Vegas, au cœur du plus grand salon dédié aux nouvelles technologies aux côtés de l'entrepreneur Jalil Ben Abdillah. Et puis nous recevrons une mémoire vivante du théâtre marocain, le professeur Ahmed Massaya, ancien directeur de l'USADA, qui vient nous parler de son dernier ouvrage consacré au 6e art. Et tout de suite dans notre rubrique Esprit d'entreprise, coup de projecteur sur cette plateforme qui permet de connecter les opérateurs du secteur agroalimentaire au marché du monde entier. Une manière de surmonter les barrières physiques et les contraintes liées au contexte sanitaire actuel, l'occasion également pour les fournisseurs marocains notamment de se mettre à niveau sur le plan technologique tout en bénéficiant de l'accompagnement d'experts dans différents domaines. Et direction la cité Ocre où nous attend en direct et en duplex Houda Gassous. Bonsoir et bienvenue. Alors cette plateforme virtuelle, vous y aviez pensé bien avant la crise Covid et curieusement les choses se sont accélérées pendant le confinement. Comment avez-vous tiré profit de ce contexte pour le moins singulier? Merci Wadia pour l'invitation. Effectivement, nous avons commencé à y penser depuis 2017
Et le Covid a vraiment accéléré parce que tout le monde était confiné, la majorité de la population mondiale était confinée. C'était pour nous une opportunité de lancer. C'est un concept qui pour nous pensons sera très bénéfique pour les entreprises, Covid ou pas de Covid, parce qu'en fin de compte, il y a énormément de digitalisation qui se fait et que rester en contact avec des fournisseurs, rester en contact avec les nouveautés du marché et étendre son réseau et son business est vraiment une nécessité pour toute entreprise qui veut exporter ses produits ou ses services sur un marché international. Alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est l'ambition de ce Food e-Show? Et qu'est-ce que vous apportez de plus au-delà de la mise en relation avec des clients potentiels? Premièrement, c'est une plateforme qui est web et mobile. Donc on peut télécharger l'application sur les Play Store et les App Store et avoir un compte pour entrer en contact avec des personnes, le réseautage, mais il y a aussi une partie conférence. Donc maintenant on est sur ce qu'on appelle le Community Talk. Donc chaque semaine, nous avons un invité ou un keynote speaker qui va nous donner l'essence de son expérience ou les bonnes pratiques pour pouvoir être plus performants sur des secteurs. Vous savez, surtout sur le secteur agroalimentaire, la réglementation change, les choses changent, il y a énormément d'innovations et de nouveautés. Et la meilleure façon de rester connecté, c'est de tout consolider sur une seule plateforme. Donc, comme vous l'avez dit, nous offrons le contact, le réseautage entre personnes. Mais ce qui est de différent entre nous et d'autres plateformes, c'est que nous avons ce qu'on appelle des VIB, Very Important Buyers. Ce sont des acheteurs à grand potentiel que nous invitons spécialement pour entrer en contact avec nos exposants. Nous en avons jusqu'à maintenant plus de 252 et qui sont de 47 pays, donnant une panoplie de canaux de distribution. Donc on a la GMS, on a les industriels, on a aussi le e-commerce, mais les niches, les marchés de niche. D'un mot, cette plateforme, elle avait pour vocation à l'origine d'être temporaire. Est-ce qu'il est envisagé d'en faire un outil permanent au regard du recours grandissant au digital dans le monde des affaires? Effectivement, ce n'est pas temporaire. Nous avions la plateforme ouverte pendant 4 mois. Nous sommes en train de réfléchir pour avoir un nouveau modèle économique qui soit en souscription pour faire grandir la communauté et laisser les personnes réseauter pendant plus de temps. Ça, c'est pour études pour cette année 2022. Merci beaucoup, Dagessous, cofondatrice de cette plateforme Food e-Show. Vous étiez en direct de Marrakech avec nous. On reste dans l'univers de l'entrepreneuriat et des nouvelles technologies en poussant les portes cette fois du Consumer Electronics Show aux États-Unis. Le CES, comme on l'appelle, communément accueilli depuis le début de la semaine, quelques 2200 exposants venus présenter des innovations qui n'apparaîtront sur le marché que dans quelques années. Malgré la crise Covid, les visiteurs ont répondu présents en nombre afin de découvrir une flopée d'objets connectés, de masques de réalité augmentée et autres véhicules du futur. Et direction Las Vegas, au cœur du Consumer Electronics Show, pour retrouver en direct et en duplex Jalil Ben Abdillah. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes entrepreneur franco-marocain et vice-président de la région Occitanie. Vous êtes arrivé en milieu de semaine au CES. Qu'est-ce que vous y avez vu de plus spectaculaire? Dites-nous. Bonsoir, merci de m'inviter à expliquer un petit peu ce que l'on fait dans le plus grand salon mondial des technologies et de l'innovation, le CES. Alors évidemment, ici, les tendances les plus importantes, ce sont les véhicules connectés et autonomes, la mobilité douce, la mobilité, il y a beaucoup de deux roues, de vélos électriques, à hydrogène. Il y a aussi tout ce qui est la 5G pour la téléphonie, mais aussi pour l'usage industriel, qui permet justement de connecter les véhicules. Et il y a eu une démonstration importante, par exemple, de TU Simple qui a montré un camion, un poids lourd, qui a fait un trajet
très très lent, de manière autonome, sans conducteur, juste par assistance de l'intelligence artificielle. Donc voilà un peu les grandes tendances. Évidemment, la ville intelligente et tout ce qui est robotique reste des secteurs, on va dire, classiques, mais les tendances, c'est plutôt les véhicules connectés, les bornes de recharge et tout ce qui concerne l'autonomie des véhicules électriques, par exemple. Alors en tant qu'entrepreneur dans les nanotechnologies, pour ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous y êtes, vous, venu chercher ? Alors, vous voyez, c'est la 4e édition du CES et par exemple en 2017-2018, on parlait beaucoup d'impression 3D et des matériaux qu'on utilisait pour les nouveaux matériaux, les nouveaux usages. Et donc, c'était très important pour mon entreprise de savoir quelle était la veille sur les types de matériaux qu'on utilisait, minéraux, polymères, métaux. Et donc, aujourd'hui, par exemple, cette tendance a baissé et donc on se rend compte que l'impression 3D qui était, on va dire, à la mode en 2017-2018, ne l'est plus aujourd'hui. Donc c'est une tendance qu'on peut ressentir ici. C'est important pour moi. Et puis après, tout ce qui est sport tech et puis tout ce qui est donc matériaux avancés qui me permettent de connaître les tendances et on va dire anticiper un petit peu les recherches-développement pour mon entreprise. Vous êtes aussi vice-président de la région française Occitanie. À ce titre, vous menez une délégation d'entrepreneurs à Las Vegas. Qu'est-ce qui fait de ce salon un rendez-vous si incontournable ? C'est le plus grand salon mondial. Il est dédié aux technologies et l'innovation. C'est vraiment, comme on dit en anglais, the place to be. En début d'année, il y a plus de 65 000 visiteurs. Il y a plus de 7 000 journalistes et médias qui couvrent un petit peu. Ça donne une visibilité, une vraiment internationale, mondiale à nos entreprises, à nos startups. Nous sommes, nous, une région de l'innovation, une terre d'innovation. Et on accompagne nos startups un petit peu tout au long de l'année. Et donc, c'est un rendez-vous incontournable. C'est la 8e édition à laquelle la région Occitanie participe. Donc, on est dans la continuité. Et ça leur donne de la crédibilité, de la visibilité. On ne recherche pas tous les mêmes choses quand on vient au CES. Certains cherchent bien sûr des clients, des partenaires, des distributeurs, mais d'autres vont pitcher pour avoir des investisseurs. Et donc cette visibilité-là et cette attractivité-là, elle est très importante pour le développement à l'international de nos solutions innovantes. En quelques secondes, après les États-Unis, il se pourrait bien que les entreprises de votre région se rendent au Maroc, me suis-je laissé dire. Ce serait dans quel but ? Alors, vous savez, la région Occitanie a des maisons de la région à l'international, dans différents continents. Elle en a une au Maroc, à Shanghai, à New York, à Londres, et elle a des représentations à Bruxelles, par exemple, en Allemagne et au Japon. Et donc, la maison de la région à Casablanca nous permet, c'est une rampe de lancement pour nos entreprises. Pour développer, bien sûr, leurs solutions et des partenariats avec les entreprises marocaines. On travaille avec beaucoup de la CGEM, entre autres, mais donc avec beaucoup de secteurs marocains, mais aussi pour utiliser le Maroc comme hub vers l'Afrique subsaharienne, notamment, au vu des partenariats qu'a développé le Maroc avec toute l'Afrique. Donc, pour nous, le Maroc, c'est une destination stratégique et on y va régulièrement, soit pour des salons, soit pour des conventions d'affaires, soit juste pour continuer à animer la relation bilatérale nord-sud, donc Maroc, dans l'aéronautique, par exemple, parce que vous savez, notre capitale est Toulouse et c'est la place mondiale de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Et on a donc des relations importantes dans le numérique, dans la e-santé, enfin, dans différents domaines qui sont importants pour le Maroc. Merci beaucoup, Jalil Benabdillah. Vous étiez en direct au cœur du CES de Las Vegas. Le livre de la semaine est consacré au 6e art, un théâtre de rupture, c'est son titre. Il est signé Ahmed Massaya aux éditions Virgule, celui qui fut directeur de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle pendant plus d'une décennie, propose une rétrospective riche et détaillée de la création théâtrale au cours de ces 35 dernières années, une période pendant laquelle l'ISADAC a formé une bonne partie de celles et ceux qui font aujourd'hui encore les beaux jours du jeu de scène sur les planchers. Ahmed Massaya nous a rejoint sur le plateau d'Infosoir Week-end. Bienvenue, vraiment ravi de vous accueillir. À travers cet ouvrage, le lecteur peut véritablement prendre la mesure de vos connaissances encyclopédiques sur le théâtre marocain. Comment est-ce que vous avez accumulé autant de savoir? D'abord, merci Souadia de m'inviter chez vous. Tout simplement parce que, comme Obélix, je suis tombé dedans. J'ai toujours été en immersion dans l'activité théâtrale marocaine et particulièrement la création des jeunes lauréats de l'ISADAC depuis la création de celui-ci jusqu'à aujourd'hui. Création en 1986. Je disais, vous avez dirigé l'ISADAC de 1993 à 2004.
un établissement d'où est sorti l'essentiel des artistes dont vous parlez dans cet ouvrage. Beaucoup sont passés d'ailleurs sur ce plateau. Et qu'est-ce qui a permis à cet institut de créer autant de talents, d'être révélateur d'autant de talents, et pourquoi, selon vous, ces talents-là constituent ou illustrent une rupture avec le passé? D'ailleurs, c'est le titre de votre ouvrage. Absolument. Ben, tout simplement parce que tous ces lauréats ont eu une formation académique de haut niveau. Il y a eu un investissement très important de la part des enseignants de l'ISADAC et de l'administration de l'ISADAC pour donner une formation de haut niveau à ces jeunes, parce que comme ce n'était pas le cas, comme vous le savez, auparavant, à l'exception bien entendu de Mamoura qui avait fourni au Maroc des noms célèbres, mais l'ISADAC a permis la professionnalisation, disons, des jeunes et de leur immersion dans l'activité théâtrale marocaine. Et pourquoi est-ce que ces jeunes ont apporté une nouvelle dynamique? Parce qu'il y a eu une rupture. Pourquoi je l'ai intitulé théâtre de rupture? D'abord, comme vous le savez, après la sortie des premiers lauréats d'ISADAC, la constitution des premières troupes vers la fin des années 90, il y a eu un changement politique très important. D'abord, l'avènement d'un nouveau roi, Sa Majesté Mohamed VI, qui est sous le signe de la jeunesse, puis le gouvernement d'alternance, puis il y a eu des changements au niveau sociétal, en particulier le statut de la femme, les droits de l'homme, une certaine liberté d'expression. Oui, ça fait souffler un vent de liberté. Un vent de liberté. Malgré tout, ce théâtre-là, qui est un art populaire par excellence, qui a existé depuis le début du siècle dernier au Maroc tel qu'on le connaît, vous déplorez qu'il ne soit pas encore une composante essentielle de la culture marocaine, ce que vous dites au début de cet ouvrage. Pourquoi? Ben, c'est aussi valable pour la culture de manière générale. On n'a pas encore donné une importance capitale au développement culturel dans notre pays. Et cela, beaucoup d'intellectuels le déplorent jusqu'à aujourd'hui. Et en particulier le théâtre. Il y a eu des moments où on a insufflé une dynamique assez importante, notamment au début des années 2000, où il y a eu quand même un certain nombre de jeunes troupes qui ont vraiment investi la scène marocaine avec une nouvelle esthétique, avec une aide importante pour développer le théâtre. Mais malheureusement, ces dernières années, il y a une régression, surtout depuis le Covid. Là, nous sommes vraiment... Les salles ont été fermées, il n'y a plus d'appui, vraiment de soutien important au niveau du théâtre. Et tout cela, tout le monde le déplore à présent, malheureusement. Alors, ce que vous évoquez là en répondant à mes questions et également dans cet ouvrage, c'est d'une certaine manière l'importance de l'enseignement du théâtre également aux jeunes générations. Est-ce que ça ne commence pas par l'école? Mais tout à fait, parce que sans l'école, il n'y aurait pas d'éducation artistique, parce que c'est là où le bas blesse. C'est l'éducation artistique qui est pratiquement inexistante dans notre pays. On est en train de parler d'industrie culturelle, et en particulier pour le théâtre. Moi, je pense que ce serait quand même très difficile à accepter comme concept, comme idée, comme projet pour le développement du théâtre. Parce qu'il faut commencer par le commencement, c'est d'abord, puisque, comme j'ai entendu M. le ministre le dire, que c'est le public qui va payer en quelque sorte le théâtre, il n'y a pas de public. On le sait, il n'y a pas d'éducation artistique. Il faut commencer par là, par l'éducation. Il faut former le spectateur. C'est le spectateur qui donne et lui donner le goût pour cet art. Malheureusement, on est toujours très pris, vous savez, à la télé, c'est tout le problème. À l'inverse de la pièce de théâtre et des salles de spectacle, toujours très pris par le temps. Malgré tout, est-ce que vous restez optimiste? En d'autres termes, est-ce que, pour reprendre le titre d'un de vos articles, la relève est assurée à vos yeux? Oui, c'est certain que la relève est assurée. L'ISADAC joue toujours son rôle de catalyseur, en quelque sorte, de l'activité théâtrale dans notre pays. Ils occupent pratiquement la scène marocaine.
On est même allé jusqu'à les exporter dans un autre pays pour la formation des jeunes dans d'autres pays, ce qui veut dire que nous avons quand même un potentiel très important. Il suffit, bien entendu, de leur donner l'importance et de leur donner un peu plus d'intérêt pour développer davantage le théâtre dans notre pays. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on comprend et c'est ce qu'on apprend dans ce merveilleux ouvrage. Vraiment, il faut le lire et le dévorer. C'est une vraie encyclopédie du théâtre marocain depuis 86 jusqu'à aujourd'hui, avec quand même quelques périodes qui remontent un peu plus en amont. Professeur Ahmed Massaya, merci infiniment. Un théâtre de rupture, essai sur la jeune création théâtrale au Maroc. C'est signé aux éditions Virgule. Merci d'avoir été avec nous dans Info Soir Week-end. Et pour finir, je vous propose ces images tournées à Dubaï et qui, au premier abord, n'ont rien d'exceptionnel. Et pourtant, elles reflètent une véritable révolution aux Émirats Arabes Unis. En effet, le pays est le premier de la région à décider de transférer le week-end du vendredi samedi au samedi dimanche. Pour la première fois de leur vie, les Émiratis ont travaillé aujourd'hui, jusqu'à midi cependant, une décision qui permet aux Émirats Arabes Unis de mieux s'aligner sur les marchés internationaux pour le plus grand bonheur des milliers d'entreprises internationales basées sur place. Et il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce vendredi 7 janvier, le rapport des médiateurs du Royaume pour le compte de l'année 2020, une période dominée par la crise sanitaire du coronavirus. Lors de sa présentation, Mohamed Ben Ali a mis en avant un net progrès dans la relation entre le citoyen et les administrations publiques, même si cette dernière manque encore de fluidité. Dans un instant, Econews suivi de Que du sport et d'Al-Messaïa présenté par Rahma Al-Handawi. Juste après, ne manquez pas le show de Rachid Al-Alali dans sa nouvelle formule et avec un nouveau décor. Nous, on se retrouve demain, même heure, même heure.